Chapitre 1. Filmé. Le Rhône, je l'ai toujours entendu. Aussi loin que ma mémoire remonte, il a toujours été là, présent, en moi. Sa voix m'est plus familière que celle d'une mère. Enfin, paraît-il, car la mienne, je ne l'ai pas connue. Je crois qu'on m'a souvent prise pour une enfant différente, un peu dérangée pour les gens de Pau. Mais je n'en ai éprouvé ni peine ni rancœur. Les autres enfants m'attiraient moins que lui. J'ai passé tout mon temps à l'entendre couler, respirer. Le Rhône, opaque, mystérieux. Quand le soleil arrase son eau, j'aime plonger mes yeux sur les étoiles étincelantes et éphémères qui se forment à sa surface, avant de se brouiller puis se dissoudre dans le courant. Depuis toute petite, je vais sur les berges du fleuve pour passer du temps en sa compagnie. Parfois, je lui parle simplement de ma journée ou de mes rêves. J'aime être au bord de l'eau et regarder le fleuve courir. Je sais aussi qu'il aime ma présence tout près de lui. Je ne suis plus une enfant aujourd'hui, mais j'ai besoin de le voir, de parler avec lui pour échanger sur ce que nous vivons ensemble. Les libellules à la belle saison, quelques cannes suivies de leurs ribambelles coaquantes, de jolis martins pêcheurs, des écureuils, des rats, des chats qui poursuivent des rats. C'est le monde dans lequel j'aime vivre et qui me crée le sentiment du bonheur. Pourtant, un pas irréversible a été franchi. Aujourd'hui, le Rhône ne se reconnaît plus lui-même. Il a tant changé en quelques dizaines d'années. Les hommes l'ont transformé, usé, au point que sa colère a laissé des séquelles qui ne s'effaceront pas de sitôt. La vapeur, le métal et les machines ont peu à peu supplanté et remplacé notre univers ancestral. Tout ce qui faisait le charme rustique et simple des travaux fluviaux a disparu. Le souffle court et chaud des chevaux de halage s'est transformé en charbon salissant et en fumée noire. Le travail même du haleur sera bientôt totalement oublié. Quel dommage qu'aucun grand poème n'ait fixé à jamais cette époque des hommes bêtes longeant le fleuve. Avez-vous déjà vu des vagues parcourir un fleuve ? Oh, bien sûr, j'imagine que les vagues de l'océan ou celles de la mer sont autrement plus fougueuses, paraît-il. Mais il y a des vagues sur le fleuve qui vous chavirent le cœur dans la tiédeur de l'été. Et parfois même, ces vagues remontent le courant avec entêtement quand le Mistral s'affronte au fleuve. J'ai passé de nombreuses heures à les observer. Elles lavent également l'esprit de ces noirceurs. Je connais les multiples aspects du fleuve plus que toute autre personne, car lui aussi a sa part sombre, imprévisible. Une part ténébreuse qui peut surgir à tout moment, exactement comme quelqu'un qui tout à coup changerait d'humeur et prendrait un regard noir et menaçant. Je me souviens d'une fois, alors que le soleil orangé somnolait juste au-dessus de la cime des arbres. Je regardais, fasciné, les reflets de la forêt sur l'ombre. Ces ombres vivantes se mouvaient, changeaient de forme, s'étiraient, s'allongeaient, exécutant une sorte de ballet hypnotique entre algues et reflets d'arbres déformés. Tout à coup, une masse obscure s'est stabilisée sous la surface. Immense, vaste et noire comme un nuage orageux. L'eau a frémi, bouillonnant légèrement, puis la masse a lentement disparu dans les profondeurs du fleuve. Épave en cours d'engloutissement, monstre aquatique. J'en éprouvais un tel effroi que je me suis redressée d'un bond, prête à détailler. Mais tout était redevenu normal. Je demandai au Rhône ce qui s'était passé. Il resta muet, étrangement muet. Le lendemain, je n'osais pas lui reparler de cette apparition inquiétante. Je conclus qu'une véritable amie devait savoir fermer les yeux sur ces phénomènes inconnus. À tout juste 16 ans, mon existence était moins remarquable qu'une brindille emportée par le fleuve. J'étais orpheline, abandonnée par des parents qui certainement ne devaient pas avoir de quoi nourrir une bouche supplémentaire. J'en étais devenue très solitaire. Je n'avais aucun ami et encore moins d'amoureux. Pouf, aucun garçon ne m'avait même regardée.
ou ne m'avait fait éprouver ce qui fait tant jaser les filles entre elles. Mes nuits aussi étaient parfois étranges. Il y a peu, je fis un rêve. J'étais attachée, mes jambes collées l'une à l'autre et mes bras comme soudés. J'étais dans le noir absolu, oppressée, angoissée. Une mélodie triste était jouée par un orchestre au loin. J'essayais de crier, de demander de l'aide, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Une lumière diffuse descendait sur ma tête. Cette lueur m'apaisait et chassait mes angoisses. Une main tendue s'avançait à travers mes attaches. J'attrapai la main évanescente. Elle était tiède et d'un contact très émouvant. Cette douce sensation me réveilla. J'étais assis sur mon lit. La porte d'entrée entrebâillée laissait un courant d'air froid s'insinuer dans la pièce et glacer mon corps. Je frissonnais. Je regardais le creux de ma main et remarquai qu'un poids infime venait de la quitter. Paniquée, je courus jusqu'à la porte pour la fermer violemment. J'appuyai mon dos contre elle et regardai la pièce. La même étrange lumière semblait encore nimber l'espace comme un voile de soie très légère. Une présence était là, avec moi, chez moi, j'en étais sûre, cachée je ne sais où. J'avais réellement senti une main sur la mienne. Cela ajoutait encore à ma confusion. Rêve ou réalité ? Par bravade et un peu pour dédramatiser, je demandais. « Tu te plais chez moi ? Qui que tu sois, sois le bienvenu. Veux-tu un verre d'eau ?» Proposai-je sans réaliser l'absurdité de la question. Je pense que je serais restée pétrifiée si une voix m'avait répondu. Je ne pouvais garder cette sensation toute seule. Zélie, oui Zélie, elle seule pouvait m'aider. Elle savait déchiffrer les rêves et comprendre l'incompréhensible. Je mis un petit châle autour de mes épaules et sortis. C'était une vieille femme qui vivait du commerce de plantes et des décoctions en tout genre. Certains la traitaient même de sorcière. Elle vendait un peu de tout sur les quais de Pont-Saint-Esprit. De la vannerie, du matériel de pêche qu'elle récupérait ça et là, et parfois même un peu de gnôle que lui achetaient les mariniers. Elle m'avait en affection et jouait un peu le rôle de mère pour moi. C'était la doyenne des quais. Zélie était toujours contente de mes visites. À peine me vit-elle arriver ce matin-là qu'un vaste sourire édenté ensoleilla son visage, éclairant ses rides creuses. On aurait dit qu'elle voulait partager avec moi des informations secrètes. Elle me tendit un verre de lait de chèvre et me posa cette question idiote. Alors, petite, et tes amours ? Je crois plutôt que les chevaux auront des pieds avant que ça n'arrive, lui répondis-je dépitée. Elle me fixa de ses yeux perçants. Toi, tu es en souci ce matin, Dis-moi. Je lui racontai l'apparition de la main dans mon rêve et la porte ouverte à mon réveil. Zélie m'écouta attentivement. À la fin, je la vis marmonner quelques paroles entre ses lèvres. Un genre de formule rabâchée que les superstitieux emploient pour conjurer le mauvais sort. Je lui expliquai aussi le bien-être ressenti et cette main chaude et éthérée. Cela l'intrigua, elle resta pensive. « Tu crois que c'est un bon ou un mauvais présage pour moi ?» Zélie, plongée dans sa réflexion, me demanda. « Tu avais de la fièvre au réveil ?»« Non, enfin, pas que je me souvienne. » »« Et tu n'as rien remarqué d'inhabituel ces derniers jours, par exemple en te promenant au bord du fleuve ?» Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions, mais il me revint à l'esprit l'indéfinissable apparition aquatique de la veille au bord du fleuve, dont je lui fis part. Zélie, tous ces événements auraient-ils un lien ? Non, je ne crois pas que tu sois folle, petite. J'ai peur qu'un drac n'ait voulu t'enlever pour sa progéniture. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il ait pu sévir en plein village. D'habitude, ça se passe aux abords du fleuve. Les dracs ?
Ce sont des monstres qui n'existent que dans les contes pour effrayer les enfants, non? Sûrement pas, petite. Il y en a un qui vit dans le Rhône, entre Pont-Saint-Esprit et Arles. Ça, c'est sûr. Par contre, les dracs ne peuvent se rendre chez les gens sans y avoir été invités au moins une fois. Non, je n'aime pas ça. Je crois que tu devrais éviter d'aller seule aux abords du fleuve pendant quelque temps. Ça serait plus sage. Tu le promets? C'est à peine croyable. Un vrai drac? Et pourquoi moi? Bon, si tu penses que c'est mieux, promis. Cette promesse allait être difficile à tenir. Je voulais en savoir plus sur les dracs. Je ne connaissais pas grand-chose à cette légende, hormis que ces créatures aimaient jouer de sales tours aux gens, soit en excitant des bêtes d'un laboureur dans les champs près du fleuve, soit en faisant disparaître des objets et en s'amusant de voir la personne s'énerver en cherchant. Mais cela pouvait aller aussi beaucoup plus loin. Par exemple, il leur arrivait de laisser filer à la surface de l'eau une belle pièce de bois que l'abusé essayait d'attraper avant de se noyer dans les remous des eaux. On racontait même le cas d'un vieux vanneur particulièrement cupide qui avait trouvé une pépite d'or au bord du fleuve, puis une seconde, et encore une troisième, chacune plus grosse que la précédente, de plus en plus profonde. Le vieux vanneur, rendu fou par l'appât du gain, se serait bourré les poches de pépites jusqu'à s'enfoncer là où il n'avait plus pied, et mourut englouti. Mais c'était, je crois, surtout des histoires pour apprendre la peur du fleuve aux enfants. Zélie me raconta une histoire qui me fit frissonner. J'avais une amie autrefois qui, comme toi, passait beaucoup de temps au bord du fleuve. Elle te ressemblait drôlement d'ailleurs. Elle était laveuse. Le jour de ses 19 ans, elle disparut sans laisser de traces. Près de 10 ans plus tard, un de Pont-Saint-Esprit, parti s'installer à Beaucaire, la reconnut là-bas. Il l'identifia d'ailleurs sans peine. Elle n'avait pas changé, pas vieilli, aussi fraîche et belle que le jour de ses 19 ans. Mais elle avait perdu l'esprit. Au milieu de propos confus, elle évoquait un drac qui l'avait enlevée et forcée à élever un enfant pendant tout ce temps. On l'avait retrouvée, trempée et grelottante sur la berge du fleuve à Beaucaire. J'étais prête à faire le voyage jusqu'à Beaucaire pour la voir au couvent où elle avait été recueillie, mais ce fut peine perdue. 3 semaines après, on perdit à jamais sa trace du couvent duquel elle s'était enfuie une nuit. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Anglore. C'est drôle. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Je ne sais pas où, mais je l'ai dans la tête. Bon, en tout cas, fais attention. Ces créatures peuvent se métamorphoser comme bon leur semble et tromper n'importe qui. Je n'avais jamais vu Zélie aussi sérieuse et inquiète. Comme j'allais partir, elle me retint par le bras et me donna ce conseil. Si par malheur un de ces démons venait à toi, sache qu'il n'existe qu'un moyen efficace de t'en débarrasser. Les dracs ont un vice, une manie qu'ils ne savent pas réfréner. Ils sont possédés par le démon du comptage. Et quand ils se mettent à dénombrer quelque chose, ils ne peuvent plus s'arrêter avant d'avoir fini. Il y en ait 10 ou 1 million. Pour t'échapper, il te suffira de le défier. Propose-lui de compter un objet que tu auras en grande quantité autour de toi ou à proximité. Si tu te débrouilles bien, ton attention sera immédiatement attirée par les objets à compter et il ne s'occupera plus de toi. Tu pourras alors t'enfuir discrètement. J'étais emportée par mes pensées. Ces histoires de dragues, de noyés, de femmes devenues folles. Si le Rhône hébergeait de tels monstres, était-il vraiment un ami pour moi? Le sentier habituel qui me ramenait chez moi longeait les berges du fleuve, très large à cet endroit.
Je m'arrêtai un moment pour l'observer. C'était comme si je lisais en lui. Je le scrutais pour savoir s'il était menaçant pour moi. Comme un ami dont on douterait tout à coup. Cette pensée me fit beaucoup de peine, à vrai dire. Je m'en voulus même de l'imaginer. Je sortis de mes pensées en entendant des voix au loin. Un convoi fluvial descendait paisiblement le fleuve et allait croiser tout près de la berge où je me trouvais. Mon regard suivit ce mouvement et brusquement mon cœur s'arrêta. Un visage seulement et tout bascula. À quelques mètres de moi passait la grande barque, le vaisseau amiral du convoi de barques qui suivaient attachées les unes aux autres. Sa proue, très relevée, se dressait fièrement comme celle d'un drakkar. À bord, juste devant la croix des mariniers, se tenait un jeune homme assis sur le pont. Malgré la pénombre, son visage me frappa par sa beauté et par la quiétude qui s'en dégageait. Étonné de croiser mon regard, il détourna d'abord la tête, gêné, puis se ravisa et m'adressa un signe timide de la main. Figé, je regardais passer le convoi. Le temps que je puisse réagir, la grande barque avait roulé sur l'eau et s'éloigné dans l'obscurité. Ma main, qui finit par s'agiter furtivement, ne trouva que le dos du jeune marinier, déjà occupé à scruter d'autres choses sur la berge. Je me souviens être restée là, le regard noyé dans le courant. J'eus une sensation de chute, de vertige jusqu'au fond de mon âme. « Comme il est beau, n'est-ce pas ?» interpellai-je doucement le fleuve. Répondit la voix familière. « Eh bien, moi, je suis une femme, et ça ne m'est pas indifférent, » répondis-je agacée. « Tu crois qu'il pourrait m'aimer ?» relançai-je rêveuse au bout d'un long silence. Murmura-t-il. À cet instant, je n'avais nulle envie de disserter sur les bienfaits ou méfaits de l'humanité. Enrageai-je. Ça lui coûtait quoi de dire oui, il est beau? Quand on pose ce genre de questions, c'est pour être assuré, pas pour avoir une réponse évasive. Le fleuve était-il jaloux? Il devait craindre que je l'oublie si je m'entichais d'un garçon. Il aurait ainsi perdu sa meilleure et peut-être seule amie. En fait, cette rencontre furtive avait bizarrement réveillé en moi des envies nouvelles. Il me vint à l'esprit un petit bout de tissu tout à fait charmant, vif et printanier qui dormait depuis des lustres dans un fond de tiroir. Cette étoffe serait idéale pour confectionner une robe saillante. Une robe saillante? Que m'arrivait-il? Quelle raison motivait ce soudain élan de coquetterie? Ce carré de tissu était un vestige trouvé dans l'unique commode de mon logis, sans doute légué par l'ancienne occupante, ma vieille tante défunte. Mais son dessin de fleurs printanières était émouvant et ses couleurs encore très vives. Je voulais tout savoir sur lui. Son nom, qui étaient ses parents, quel était son fruit préféré, quels étaient ses rêves d'enfant. Ce garçon était un continent entier à découvrir. J'allais m'y atteler méticuleusement, tel un homme des sciences modernes. Pour cela, je sillonnais méthodiquement les quêtes en Saint-Esprit. Par divers témoignages et recoupements, je sus qu'il se prénommait Lilian, qu'il était second auprès du patron de la grande barque en tête du convoi que j'avais vu passer. L'Audax Fortunatif. Il lui arrivait aussi d'aider les portefaix à quai pour charger et décharger les navires. Il avait 20 ans. Pour en apprendre plus sur lui, j'allais tous les jours sur les quais, au marché aux poissons, pour interroger les pêcheurs. J'appris même, aux divines surprises, que Zélie et Lilian étaient de lointains parents. Le père et la mère de Lilian avaient été fauchés par une terrible grippe il y a 10 ans. Le petit, devenu orphelin, avait vécu quelque temps avec Zélie, avant d'apprendre très jeune le métier de batelier. Tout à coup, ce métier me passionna comme aucun autre. J'observais et parlais avec les plus âgés. J'en appris beaucoup en quelques jours. Je compris aussi pourquoi le Rhône était si mal en point. En un siècle à peine de mémoire d'homme, le fleuve n'était plus le même.
Les berges et le cours avaient été aménagés et transformés à telle enseigne que certains poissons disparaissaient inexorablement. Les sturgeons, par exemple, se raréfiaient dangereusement. Beaucoup pensaient qu'à ce rythme-là, on n'en trouverait plus d'ici 50 ans. Un grand-père me racontait avec beaucoup de nostalgie son enfance près du Rhône. À l'époque, l'activité y était foisonnante. L'aménagement était alors incessant. Les hommes ne dormaient jamais. De puissants chevaux et mulets tiraient des tombereaux de gravier sur les rives. Plus loin, c'étaient les jeux nautiques, des joutes, ou encore les grandes nasses, des viros-viros, qui, comme des mains géantes, cueillaient les aleuses et les lançaient dans des barques remplies d'eau. Le vieil homme me racontait tout cela avec les mêmes yeux que ceux qui s'enchantaient jadis de ce spectacle. Il avait vu aussi les premiers remorqueurs, les bateaux grappins, remonter le Rhône sous leur épaisse et grasse fumée noire. Ce sont eux qui tuaient le halage. Toutes les grandes familles de voituriers d'eau s'y mettaient les unes après les autres, faute de quoi elles mouraient. Lilian, sous la houlette du maître Nimbus, faisait partie d'un des derniers équipages qui allait encore à cheval. J'avais souvent vu ces convois impressionnants tractés par des dizaines de couples de chevaux à l'aide de cordages gigantesques braver le courant du Rhône. C'était un spectacle saisissant. Un combat épique de l'être humain contre les forces colossales du fleuve. Oh, mais tu sais que, encore plus avant dans le temps, le halage se faisait au col. C'était pas des chevaux ni des bœufs qui tractaient les barques jusqu'à l'Érène. Mais des hommes, que je te dis. De jeunes garçons, oui. Avec un harnais qui tractait. Des villages entiers sur les plus gros combats. Oui, des 200 hommes. Parfois, 400. Et c'était pas un joli métier, sache-le. Les guingois qu'on les appelait. Et finissaient tous fichus. Tout tordus du dos et du cul. Quand ils crevaient pas noyés. C'était pas pour rien qu'on l'appelait le halage au sang. Franchement, ça fait bien longtemps qu'on en voit plus. J'ai pas connu. Les grands-parents, oui. Ça se faisait encore, mais déjà plus trop. Trop cher de tuer les hommes. Et qu'il faut les payer avant tout de même. Les chevaux, des mandrins, de l'avoine. Et puis ça tire, et ça tire. Et quand ça peut plus, ça débarrasse sur le plancher. Et il n'y a personne qui les prend. En fait, je crois que ça se fait encore par-ci, par-là, sur des petites distances. Et pour les tout petits convois. Alors là, j'ai fini. Même à cheval, les toureurs, ils ont tout bouffé avec leur vapeur. Le bateau crabe a mangé le bourrin. Et puis c'est comme ça. L'Audax Fortunatis transportait surtout de la farine et aussi un peu de soie embarquée à Lyon. La Décise, de Lyon au Sainte-Marie-de-la-Mer, ne durait pas plus de 5-6 jours par beau temps. La remonte exigeait par contre jusqu'à 1 mois suivant la taille du convoi. Tant que la farine arrivait non mouillée, tout allait bien. Ce n'était pas un commerce compliqué. Certaines villes produisaient plus que leur consommation, et ce surplus était acheminé par Nimbus, qui se faisait, selon la rumeur, un bon bénéfice. Entre Teil et Pont-Saint-Esprit, il lui arrivait d'être féroce, presque endiablé. Les basses eaux étaient fréquentes, le courant imprévisible, parfois furieux. Chaque marinier redoutait ce passage. La remonte était éprouvante, nerveusement et physiquement. Les chevaux mouraient d'épuisement ou se blessaient, ce qui revenait au même. Par contre, plus au sud, vers chez nous, le Rhône se montrait plus doux, plus mesuré, avec moins de malice. Ce métier,
me paraissait attirant, aventureux, plein de promesses, à l'image de Lilian finalement. Le fleuve me parlait beaucoup en ce temps-là, et je sentais bien qu'il n'allait pas bien. La mélopée si douce de son flot s'était peu à peu brouillée, puis avait mué en un râle rauque, comme s'il dégorgeait toute la ferraille et les eaux malsaines, polluées de la ville qu'il abreuvait pourtant depuis des jours de ses eaux bienfaisantes. Ingratitude. J'avais aussi remarqué que certaines mauvaises herbes se développaient et pullulaient sur les berges. Sans compter qu'avec tous les barrages et les digues, les eaux stagnantes se multipliaient et pourrissaient. C'est surtout dans mes rêves que le Rhône m'appelait à l'aide. J'avais des visions cauchemardesques de ces eaux devenues des torrents boueux pestilentiels qui, en débordant de leur lit, emportaient tout sur leur passage. Zélie aussi disait que le Rhône était malade, des mauvais traitements qu'on lui infligeait. Plusieurs fois, elle avait évoqué une plante aux propriétés purificatrices qui poussait vers la Camargue, mais qui était rare, donc difficile à trouver. Je dois dire que le fleuve occupait moins mes pensées ces temps-ci, depuis une certaine fin d'après-midi. Malheureusement, candide comme je l'étais, approcher ce garçon relevait d'un exploit pour moi. Hormis la confection de ma robe, je n'arrivais à rien. Zélie s'en rendait bien compte, et en réaction à mon embarras, elle éclatait d'un rire horriblement joyeux. Mise à nu de ces émotions incontrôlables et inconnues, je me sentais transformée. Elle m'assurait pourtant: Ma fille, rien, c'est rien du tout. C'est le sel de ton âge. La nuit, mes pensées étaient un théâtre où se jouaient des pièces à l'eau de rose dans lesquelles les acteurs étaient superbement mauvais. Chaque jour, je tentais de mobiliser un peu de courage pour brusquer les choses. Mais en réalité, je repoussais au lendemain. Puis au lendemain du lendemain. De plus, les occasions n'étaient pas si fréquentes. L'Audax Fortunatis restait peu de temps à quai lorsqu'il accostait à Pont-Saint-Esprit. Parfois une nuit, rarement plus. Zélie voyait bien que ça n'avançait pas. Au bout d'un mois, elle m'apprit en toute innocence que l'équipage allait rester à quai au moins la journée du lendemain à cause d'une avarie. Le cafaltage de plusieurs barques comportait des malfaçons qui compromettaient la sécurité du convoi. Il ne pouvait plus faire l'économie d'une réparation. Et si cela prenait trop de temps, Nimbus avait déclaré qu'il achèterait d'autres barques, ce qui restait à prouver vu le coût. L'occasion était trop belle. J'étais au pied du mur. Maintenant ou jamais. Je m'imaginais devant lui, bégayant telle une bécasse. Comment m'y prendre? Tout à coup, mue par je ne sais quel instinct, une idée totalement incongrue envahit mon esprit torturé et finit par s'imposer à ma raison. Si Lilian ne venait pas à moi...